Dans le premier épisode, nous avons remonté le temps jusqu'aux origines de la dynastie. Frédéric Victor Hasselblad, l'arrière-grand-père, qui posa les fondations en 1841, à l'âge de 25 ans avec la FW Hasselblad & Co. Déjà au XIXe siècle, les Hasselblad fréquentent l'élite culturelle suédoise. Une des filles de Frédéric Victor épouse Victor Rydberg, debout au centre, à l'arrière-plan, figure majeure de l'Académie suédoise, qui traduisit l'œuvre d'Edgar Allan Poe en suédois. Arvid Victor, le grand-père, qui scelle d'une poignée de main un partenariat transatlantique avec George Eastman. Et enfin Karl Erik, l'ingénieur chimiste qui consolide un empire tout en élevant un fils qui déjà rêve d'autre chose. Ce fils, c'est Victor. Il naît le 8 mars 1906 à Göteborg en Suède, héritier désigné d'un nom qui représente déjà 60 ans d'histoire commerciale et photographique. Mais Victor ne rêve pas de registre comptable. Il rêve de plumes, d'ailes et d'une perfection technique que les appareils de son époque se refusent à lui offrir. Victor Hasselblad grandit dans un monde saturé de photographie. Chez lui, la technique n'est pas un mystère. C'est l'air que l'on respire. Les vitrines de Hasselblad Photographiska AB exposent les dernières nouveautés d'Eastman Kodak. Les réserves sentent la gélatine et les émulsions argentiques. Les conversations de table tournent autour de foires commerciales de Hambourg et des innovations en optique allemande. Son père, Karl Erik, voit en lui le futur directeur général. L'avenir semble tout tracé, mais Victor a très tôt une façon bien à lui de regarder le monde, avec un carnet dans la poche et les yeux levés vers le ciel. Dès l'adolescence, il part seul dans la nature, dessine des oiseaux, note leur trajectoire et griffonne en marge des améliorations qu'il aimerait apporter à son appareil photo. Au lycée latin de Göteborg, il excelle en biologie et en botanique. Ses cahiers de cours sont couverts d'esquisses ornithologiques. C'est un esprit de précision, d'observation, d'insatisfaction constructive, trois qualités qui feront de lui un acteur majeur de la technique photographique. En 1923, à l'âge de 17 ans, son père fait quelque chose d'inhabituel. Il le retire de l'école avant le baccalauréat, non pas par désintérêt pour sa formation, bien au contraire. Il l'envoie apprendre là où les livres ne peuvent pas aller, dans les usines, les laboratoires et les ateliers des plus grands noms de la photographie mondiale. Premier arrêt, Paris. Victor rejoint Kodak Pathé sur l'avenue de l'Opéra. Ce n'est pas un simple stage d'observation. Il travaille derrière le comptoir de la boutique, dans les laboratoires de développement, dans les services administratifs. Il apprend le français, s'imprègne de la chimie des émulsions et comprend comment un grand réseau commercial s'organise à l'échelle d'un continent. Deuxième arrêt, Dresde. Victor entre chez ICA Werken, l'une des plus importantes manufactures d'optique d'Allemagne, qui fusionnera l'année suivante avec Carl Zeiss, Gurs et Conesa Nettel pour devenir Zeiss Ikon. C'est là, dans les ateliers de précision allemands, que quelque chose se noue définitivement en lui. Il touche les objectifs, comprend les mécanismes des obturateurs, apprend l'allemand et découvre ce que signifie véritablement le mot tolérance dans le domaine de l'optique de précision. Quelques microns de trop et l'image perd de sa netteté. Cette exigence-là ne le quittera plus jamais. Troisième arrêt et le plus décisif, Rochester, New York. Siège mondial d'Eastman Kodak. Victor y arrive en 1925, porté par la relation transgénérationnelle que son grand-père Arvid Victor avait tissée 40 ans plus tôt autour d'une simple poignée de main. George Eastman lui-même le prend sous son aile. Ce que Victor découvre à Rochester le bouleverse. Des milliers d'ingénieurs, des chaînes de production à une échelle qu'il n'avait jamais imaginée, des laboratoires entiers dédiés à la photographie couleur encore balbutiante, et surtout la philosophie d'Eastman, qui n'a jamais cessé de guider l'entreprise depuis ses origines, rendre la photographie meilleure et la mettre entre les mains du plus grand nombre. Victor rentre en Suède transformé. Il parle désormais 4 langues. Il a travaillé dans 3 pays, dans des univers radicalement différents, le commerce parisien, la précision mécanique allemande et l'industrie américaine à grande échelle. Et il a acquis une conviction ferme, presque douloureuse. Il ne veut plus vendre les appareils photo des autres. Il veut concevoir le sien. De retour à Göteborg, Victor reprend ses escapades naturalistes.
Et c'est là que tout se cristallise. Il s'échappe en Laponie parfois des semaines entières, dans des conditions extrêmes. Froid, humidité, lumière crépusculaire permanente. Son arme, un Graflex grand format, lourd comme une valise, capricieux comme un mécano d'avant-guerre. Il l'aime et le déteste à la fois. Il y voit à la fois la promesse de la photographie scientifique et ses limites criantes. Car photographier un oiseau en plein vol n'est pas une affaire de talent. C'est une affaire de synchronisation, de réactivité mécanique, de sensibilité d'émulsion. Et sur ce terrain-là, les appareils du commerce sont en retard sur son ambition. Dès 1926, il commence à expérimenter. Il s'attaque au problème de la synchronisation du flash avec les obturateurs centraux. Un défi technique que peu de photographes de l'époque osent même poser clairement. Il y trouve des solutions, les documente, les publie. Un tout premier article paraît la même année dans la revue allemande Phototechnik. 5 photographies de hérons, de cigognes et de cygnes accompagnées de 3 pages et demie de textes techniques. Victor Hasselblad a seulement 20 ans. Les articles s'enchaînent, chacun traite un problème précis. La sensibilité des émulsions aux températures nordiques, le calcul du temps d'exposition pour des sujets mobiles, les protocoles de développement sur le terrain. La communauté photographique suédoise commence à le remarquer. En 1929, à seulement 23 ans, il présente 10 de ses photographies à la grande exposition internationale de photographie de Göteborg, aux côtés de 280 photographes venus du monde entier. Parmi 1800 tirages, les siens tiennent leur place. Mais le perfectionniste qu'il est reste insatisfait. En 1935, il publie Flyttfågelstrå, la trace des oiseaux migrateurs, 193 pages illustrées de ses propres clichés, édité chez Albert Bonnier Förlag à Stockholm. C'est un ouvrage scientifique sur les routes migratoires des oiseaux nordiques, nourri des années d'observation en Laponie. Il travaille en collaboration avec le musée d'histoire naturelle de Göteborg pour en garantir la rigueur. Et dans sa préface, Victor fait quelque chose d'inhabituel. Il critique ses propres images. Il estime que plus de 90% d'entre elles sont techniquement insuffisantes. Les flous, les expositions approximatives, les détails perdus dans les contrastes trop marqués. Pour un autre homme, cette préface serait un aveu d'échec. Mais pour Victor Hasselblad, c'est un cahier des charges.